Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode. Cette semaine, on revient sur l'une des plus grandes courses qui a eu lieu au cours de la fin de semaine, c'est-à-dire le Oscar Mayer Winnie 500 qui a eu lieu au Indianapolis Motor Speedway, l'une des plus grandes courses de saucisses roulantes au monde. Bon, mais blague à part, on va revenir sur les 500 000 d'Indianapolis qui ont eu lieu tout de suite après le Grand Prix de Monaco et encore une fois, qui n'a pas déçu et qui a vu un pilote finalement être immortel. Je vous donne le classement à la ligne d'arrivée. Alors, Alex Palou, qui a entièrement dominé cette saison d'IndyCar jusqu'à présent, a finalement remporté le Indy 500 et a obtenu du même coup sa première victoire sur circuit ovale dans la série. Il a devancé Marcus Ericsson qui avait terminé deuxième et David Malukas qui complétait le top 3. Cependant, Marcus Ericsson, au lendemain de l'épreuve, a été disqualifié, tout comme Carl Kirkwood, son coéquipier chez Andretti, et Callum Ilott chez Prema, ce qui fait en sorte que c'est David Malukas chez AJ Foyt qui est promu en deuxième place, et Pato O'Ward se retrouve maintenant sur le podium avec sa Arrow McLaren. En quatrième place, on a Félix Rosenqvist chez Meyer Shank Racing. Cinquième, Santino Ferrucci chez AJ Foyt. Sixième, Christian Rasmussen chez Ed Carpenter Racing. Christian Lundgaard sur l'autre McLaren, septième. Connor Daly pour Juncos Hollinger Racing, huitième. Takuma Sato, qui disputait seulement le Indy 500 avec Rahal Letterman-Lanigan en 9e place. Et Helio Castroneves gagne donc 3 positions pour se retrouver dans le top 10. Lui aussi qui était présent uniquement pour le Indy 500 avec Meyer Shank Racing. Et le seul Canadien en présent pour cet événement, Devlin DeFrancesco, a terminé au 11e rang pour Rahal Letterman-Lanigan Racing. Pour revenir sur cette course, j'ai Ana Maria Mercado Lopez. Salut Ana Maria. Salut Adou. Comment vas-tu? Très bien, l'été est arrivé. Ouais, il fait chaud ici et après quelques jours de gris et frais, ben là on a le beau temps. Mais dimanche, ça n'était pas frais à Indianapolis et même le départ qui était prévu pour 12h45 a été retardé d'environ 30 minutes. Alors, ce qui a fait en sorte que le départ a été, somme toute, sur une piste fraîche et qui a été asséchée en plus avec les voitures souffleuses. Et ça a commencé assez raide, même avec l'accident de Scott McLaughlin, la voiture numéro 3 de Penske. En fait, un Indy 500 complètement à oublier pour Penske, Ana Maria. Complètement oublié, ça commençait trop et ça donnait de la peine voir les pilotes. Tu viens de commencer ta course que tu attends pour toute l'année et ça se termine tout de suite juste presque dans le premier tour. Non, ça c'est comme... Ouais. Et en plus, McLaughlin qui partait à l'intérieur de la 4e ligne. Et quand je disais que c'était un Indy 500 à oublier pour Penske, ben, ça, c'est ajouté au fait que les voitures 2 et 12, respectivement, de Joseph Newgarden et de Will Power ont commencé la course derrière, en dernière place, aux côtés de Rinus VeeKay, parce qu'ils ont enfreint le règlement au niveau du règlement technique concernant l'arrière de la voiture. Ils ont touché une partie qui était standardisée, ils l'ont modifiée et avant les qualifications du Fast 9, ben, ils ont été tout simplement rétrogradés
Ben, ils n'ont pas pris part au Fast 9, Fast 12, et ensuite, ils ont été rétrogradés. Donc, et malheureusement pour McLaughlin, qui a eu d'ailleurs un gros accident avant les qualifications, ben, ça résume malheureusement le week-end de Penske. Et quand même, Ouais. dans sa course, était terminée avant même qu'elle ne commence. Oui, c'est ça. Il s'est terminé même avant que commence, comme tu dis, mais je ne vais pas m'avancer, mais c'était pas le seul à avoir un índice sans à oublier. Oui, effectivement. Oui, parce qu'après... Ouais, parce que en plus de ça, ben t'as Scott McLaughlin qui a accidenté sa voiture avec la piste sur une piste fraîche en réchauffant ses pneus. Mais lorsque la course a bel et bien commencé, ben t'as Marco Andretti qui s'est retrouvé dans le mur et qui encore une fois n'est pas en mesure de trouver du succès comme son père et son grand-père ont pu le faire. Oui, et on dit dernièrement c'est la malédiction Andretti. Ouais. Il a juste commencé aussi, c'était fini pour eux et ça n'a pas fini là non plus parce que ça s'est fini avec une disqualification aussi. Donc, oui. c'est ça. Oui, ben d'ailleurs, on reviendra sur Andretti, en fait, parce que justement, comme j'ai mentionné, ben Ericsson et Cockwood ont été disqualifiés, en plus de Colton Herta qui a eu une pénalité en plus durant l'épreuve, donc c'était un week-end à oublier. Mais quand même, après le drapeau jaune causé par l'accident de Marco Andretti qui a fait contact avec Jack Harvey, qui, fun fact, roulait seulement pour les Indy 500, mais travaille à temps plein pour Fox, qui est le nouveau diffuseur de la série. Donc, ce contact avec Andretti ne l'a pas aidé. Mais ce qui a fait en sorte que Robert Schwartzman, qui a obtenu la pole à la surprise générale de pas mal tout le monde avec Prema, a pu garder la tête là, mais avait un Pato O'Ward qui était prêt à le dépasser très rapidement. Oui, c'est ça. Il a bien fait, il a gardé la tête, mais après, dans les premiers arrêts, dans la confusion des arrêts, ça a mal fini aussi. Il a tout perdu, toute l'avance qu'il y avait. Tout se passait très bien et ça a devenu le chaos aux arrêts. Et c'est ça. Et il y avait des gens qui disaient, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'expérience. Et non, ça lui arrive à des pilotes avec beaucoup d'expérience aussi. C'est pas juste parce que lui n'avait pas d'expérience, ça arrive. Et justement, un des pilotes, ben, on en reparlera aussi un peu plus tard, mais lui aussi a connu un peu ses problèmes dans les arrêts au puits. Mais il faut dire quand même que Schwartzman, même s'il a obtenu la pole, c'était le conte de fées de ce Indy 500, certes, mais en course, je pense qu'on s'attendait à ce qu'il se retrouve en milieu, voire même fond de peloton après un certain temps. Et sa Prema n'était pas au goût du jour. Elle était rapide en qualification, certes, mais en course, c'était un peu plus difficile. Et surtout quand on voit inversement ce que Callum Ilott a fait avec l'autre Prema aussi, je pense que c'était malheureusement un problème de réglage et tout ça pour le pauvre Schwartzman. Mais cet arrêt au puits a ruiné, et heureusement, personne n'a été blessé lorsque il a tapé quelques de ses collègues, mais ça a été, et en plus, ça a été un problème de frein. Ça n'a pas aidé non plus. Donc, il y a juste un des mécaniciens qui a souffert de blessures au pied, mais tout le reste est OK.
Mais sinon, ben, je dois dire, il termine quand même. Il est classé, mais il a dû abandonner. C'est dommage pour Schwartzman, quand même. Oui, oui, c'est très dommage. Et comme tu bien dit, c'est le conte de fait de la pomme, mais on ne s'attendait même pas à que. Ben, moi, je ne m'attendais pas même pas que ce soit dans les top 5. Mais je ne m'attendais pas non plus que ça soit l'arrêt qui condamne sa couche. Ouais. Parce que ça empirait la situation. Ben, en même temps, tu avais un Pato O'Ward qui voulait tout de suite se débarrasser de Schwartzman, mais tu as aussi Takuma Sato, en vétéran comme il est et double vainqueur du Indy 500, qui voulait faire la même chose aussi. Alors, on n'avait vraiment pas le choix de tenter quelque chose. Alors, mais en même temps, Pato O'Ward a mené brièvement l'épreuve parce qu'ensuite, Sato a dépassé le pilote mexicain de McLaren et le japonais a mené l'épreuve jusqu'à ce que la troisième intervention du drapeau jaune survienne lorsque la pluie est revenue. C'était pas une grosse pluie, heureusement, parce que sinon, si c'était le cas, ça aurait été un drapeau rouge. Donc, on a dû laisser l'épreuve continuer. Donc, d'ici là, Sato était le meneur vers le 19e tour à peu près. Et d'ici là, beaucoup de pilotes se sont arrêtés. Mais il y a toutes les voitures de Ed Carpenter Racing, donc Alexander Rossi, Ed Carpenter, et je crois que l'autre, je me souviens plus qui était là. Ah oui, c'est Christian Rasmussen, pardon. Puis t'as Rinus VeeKay, qui est mon préféré, qui sont restés en piste. Donc, en ce moment-là, ben, c'était le show Ed Carpenter Racing. Oui, c'était le show en avant. Et dans les arrêts, c'était le chaos. Ouais. C'était le chaos parce que je pense que pour Rossi, ça a mal fini aussi aux arrêts. Oui. Ben, et c'est dommage pour Rossi. Je ne pense pas qu'il était dans le coup pour aller se battre, mais peut-être aller obtenir peut-être un top 10. Mais il y a de la fumée qui est apparue à l'arrière de sa voiture. Et là, les problèmes ont commencé à être sérieux. Ouais. Et lorsqu'ils ont voulu redémarrer tout le système et la voiture, en plus de faire un ravitaillement en essence, ben ça s'est mal passé. La voiture a pris feu. Heureusement, personne n'a été blessé dans tout ça. Il y a eu une image d'un des mécaniciens qui avait une partie de son uniforme un peu entachée de poudre et d'huile pour justement enlever le feu, mais la course était terminée pour Rossi, puis il était furieux. Oui, il était furieux, il y avait la grosse réaction, il lançait des camps, et pendant que l'équipe essayait de mettre la poudre sur son mécanicien qui avait pris les feux aussi, parce que c'est comme les feux bleus qui appognaient, qu'on ne voit pas, donc ça commençait à brûler très rapidement. Et lui était de l'autre côté, fâché parce que c'était la fin. Ouais, mais en même temps, avec tout ça, ben, il y a aussi Sato qui a repris les commandes de l'épreuve, justement. Et moi, je pensais aussi à un certain moment, parce que, comme j'ai dit, Sato a gagné 2 fois le Indy 500, en 2017 et en 2020, mais il a utilisé quand même son expérience en début d'épreuve pour bien gérer et profiter de tous les aléas pour être en tête. Malheureusement, et c'est là où on va en venir, son arrêt au puits qui a été un point catalyseur dans sa course où il a tout simplement freiné trop tard dans sa boîte. Ça a été un arrêt un peu plus long et là, ben, il a chuté un peu dans le classement. Oui,
Et c'est dommage parce que ça allait bien, ça performait. Donc, il y a beaucoup, on sait que c'est le risque aussi des arrêts au puits à Indy, mais je pense aussi que ça jouait, qui était un peu la piste ou la température de la piste n'était pas claire. Oui. Donc, parce que dans le cas de Schwarzman, ça glissait quand il est arrivé au puits. Donc, je pense que ça jouait beaucoup. Oui, mais en même temps aussi, Schwartzman a dit qu'il avait des problèmes de frein, donc ça ne l'a pas aidé non plus. Non. Mais Sato, dans son cas, ça a été plus justement un problème dû au fait que il est freiné un peu tardivement à son entrée dans sa boîte. Et ensuite, il y a eu une 4e intervention du drapeau jaune et du pesqueur. Et c'est là où j'étais à peut-être 2 doigts de fermer ma TV. Parce que Rinus VeeKay, qui était parti en fond de grille et dont j'ai eu peur qu'il ne se qualifie pas pour l'Indy 500, a perdu le contrôle de sa voiture à l'entrée de la ligne des puits. Puis, Dieu merci, il n'y avait que les mécaniciens des voitures de Ryan Hunter et de Jack Harvey de Dreyer and Reinbold Racing n'étaient pas là parce que ça aurait été un cas un peu plus sérieux avec des mécaniciens qui auraient été frappés par une voiture parce que il a carrément perdu le contrôle de sa voiture en freinant, en essayant d'atteindre la limite de vitesse. Et là, il ne pouvait rien faire, VeeKay, là-dessus. Heureusement que sa boîte d'épuis était juste après celle de Hunter et de Harvey. Donc, il y a eu la malheureuse chance d'abandonner, mais je pense que VeeKay s'en allait peut-être pour terminer dans la première moitié du tableau. Oui, c'est sûr. Comme on l'a dit depuis le début, c'est les arrêts qui ont fait beaucoup de mal. Ouais. C'est les arrêts qui ont pu condamner beaucoup de pilotes. Mais je trouve aussi qu'il y en avait un pilote que je ne m'attendais pas que se retrouve à jouer dans le top 10 pendant la dernière partie, et c'est De Francesco. Oui. C'était comme, je dis, qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il était légitimement là. Je disais, mais non, mais ça va arrêter, ça va partir en arrière à nouveau. Je dis, non, mais comment il était fait pour arriver là? Ouais, parce que vraiment, De Francesco, du côté de Royal Letterman Lanigan, vraiment, parce que c'était sur des stratégies alternatives comparées aux autres, avec Harvey et Marcus Ericsson aussi. Mais vraiment, je pense que De Francesco avait aussi son mot à dire. Je ne pense pas qu'il allait dans le coup pour la victoire, mais non. Quand même, ça a été une bonne performance ça a été une bonne performance en début de course dans les circonstances, au moins d'essayer d'aller brouiller les cartes. Mais oui, c'est une bonne performance dans la circonstance, et surtout que même dans des temps normaux de course d'IndyCar, lui, il n'est pas non plus des top 5-10. Non. C'est ça. Donc, moi, j'étais surpris déjà que oui, il était qualifié, était bien. Mais en plus, il jouait un rôle, il a joué quand même un rôle important dans la fin de la course. Exact. Et oui, parce qu'il a joué un rôle, on en reparlera aussi. Mais quand même, De Francesco aura eu la chance au moins de se retrouver parmi les meneurs. Et peut-être il y a un pilote que je m'attendais vraiment pas non plus à se retrouver parmi les discussions pour la victoire, c'est Ryan Hunter. Oui, il a gagné l'épreuve en 2014,
Mais à un certain moment, Hunter était un candidat sérieux pour la victoire, voire même pour un top 5. Donc, j'ai vraiment été impressionné par, par celui qu'on appelle Captain America. Mais vraiment, il a utilisé son expérience avec DNR Racing pour justement se retrouver parmi les meneurs. Oui, c'est ça, il s'est retrouvé pour les meneurs et on va les donner les crédits parce que c'est des pilotes qu'on ne s'attendait pas qu'ils soient là. Mais ils ont quand même bien fait. Ils n'ont pas perdu la voiture, ils n'ont pas fait des accrochages. Tout s'est bien passé. J'ai eu un petit peu de fois, quand ça va commencer le drapeau vert, c'est les premiers qui vont partir. Et non, ça s'est bien passé. Ça a survécu. Ouais, mais malheureusement pour Hunter, sa mécanique n'a pas survécu parce que... Non. Malheureusement, il a calé à environ quoi, 25, à un peu plus de 25 tours à faire à cette épreuve. Ouais. Et ça a permis à un certain Alex Palou de rentrer dans la... il était déjà dans le coup depuis le deuxième, la moitié de l'épreuve à peu près. Mais là, quand les choses ont commencé à être sérieuses, Palou était là. Mais avant de parler de l'Espagnol, il faut qu'on parle de Kyle Larson parce que Larson revenait à Indianapolis pour disputer le double duty qui est en fait compléter les 500 000 d'Indianapolis et le Coca-Cola 600 en NASCAR avec à Charlotte. Malheureusement, la course de Larson s'est terminée dans le mur et il a malheureusement emporté Kevin Simpson et Stingray Robb, les deux pauvres victimes de son tête à queue, Anna Maria. Oui, c'était quand même... c'était un des accidents impressionnants, mais parce que, je dis, et comme tu as dit, il y a peut-être qu'il y avait rien à voir, il était juste des passagers et ils ont juste pour pas l'éviter parce qu'il y a comme, je pense que lui, il y a comme cogné deux fois, il a cogné de l'autre côté de moi, il a retourné en milieu de la piste pour aller de l'autre côté. Ouais. Et pour Stingray Robb, qui lui a évité le tout, malheureusement, lui, il a tapé le mur à l'intérieur assez solidement, mais c'est que ça a été causé par le fait que Larson a, disons, rétrogradé en vitesse et a perdu le contrôle de sa voiture. Donc, c'était son Indy 500 terminé d'ici là. Mais est-ce qu'on verra Larson faire le double duty tenter de faire le double duty l'année prochaine? Je ne sais pas trop parce que je pense que c'est un peu trop difficile de jongler Indy et Charlotte, d'autant plus que la course a été les deux fois qu'il l'a fait, les courses ont été retardées à cause de la pluie. Donc, ça va être à voir. Ça va être à suivre. On va voir si l'année prochaine, ça revient. Ouais, puis d'ailleurs, je pense même son Coca-Cola 600 ne s'est pas très bien passé non plus. Alors, c'est un dimanche à oublier en plus. Donc, heureusement, il a été capable de vraiment... ça fait du bien de voir quelqu'un faire le double duty. Le dernier qui l'a fait, c'est Tony Stewart en 2001, lui qui avait complété les 1100 000. Je vais la voir. Donc voilà. Anna Maria, il y a Conor Daly qui est un
Il est natif de l'Indiana. Il est proche de l'Indianapolis Motor Speedway. Son père est l'ancien pilote de Formule 1, Derek Daly. Et c'est un favori de la foule. Et encore une fois, il a bien fait. Il a mené l'épreuve. Et je pense même que lui, c'est un candidat sérieux pour la victoire. Oui, c'est sûr que c'est un candidat sérieux. Il était devant, il était en position. Mais la question, c'est que je dis toujours, Indy 500, ça finit pas jusqu'à ce que ça finisse. Parce que tout peut arriver. Donc, tout peut bien mener la course. Je pense que c'est là où Palou il a bien fait. Il a juste géré la course. Oui. Il a bien géré la course. On va dire comme l'a fait Monsieur Jacques, que ça fait 30 ans, il a aussi géré son dernier tour comme... Oui, ben attention, juste pour glisser un mot, ben au moment où on enregistre cet épisode, ben il y a 30 ans, Jacques Villeneuve remportait le Indy 500, devenant le premier et actuellement seul Canadien à avoir remporté les 500 000. Donc, il fallait glisser un mot sur Jacques. Merci de l'avoir glissé, Anna Maria. Non, ça fait toujours plaisir. C'est quand c'est licenciant, c'est Jacques, ouais. On peut pas l'oublier. En plus, de la façon comment il a gagné, c'était on va dire, c'était de façon très intelligente. Oui. Avec 2 tours avec une pénalité de 2 tours qui lui a été imposée pour avoir dépassé le pace car. Mais parlant de passer, ben revenant de Conor Daly, il a fait de très beaux dépassements, surtout aux dépens de Alex Palou pour s'adjuger de la tête. Oui, il a fait de très beaux dépassements, mais c'est ça. Est-ce que c'est là où l'expérience joue pas? La Indy, c'est un mélange de choses. La Indy, c'est ça. C'est l'expérience, oui. Et aussi, les pilotes qui pendant l'année sont les plus constants, ils ont plus de chances que jouent pas ceux qui vont aller juste en course, ceux qui font une bonne saison d'IndyCar, ils vont avoir plus de chances. Et aussi les facteurs chance à la fin. Ouais, et parce que ça fait des choses que tu n'avais pas prévues. Comme des problèmes de conduite qui a fait en sorte que Daly a été obligé de perdre des positions avant d'effectuer un dernier arrêt au puits, et ce qui a mis fin à toute chance de remporter les 500 000 d'Indianapolis. Puis, ça aurait été une victoire très populaire, compte tenu que le gars est un favori de la foule, il est natif de la région. Ça aurait été magnifique en quelque sorte, mais malheureusement. Et puis, je sais pas si tu l'as entendu aussi à la radio, mais il commençait à vraiment être impatient. Oui. C'est ça. C'est sûr que quand tu es dans la situation, ça joue tout. Exact. Et c'est là où, justement, comme tu dis, l'expérience arrive et c'est triste parce que Conor Daly a toujours, je pense à 5 ou 6 reprises dans sa carrière, a mené le Indy 500, donc, et cette année n'en fait pas une exception. Et évidemment, on arrive dans le moment clutch, d'environ les 50 à 65 derniers tours. Et ceux qui étaient dans la stratégie principale, t'as David Malukas qui s'est arrêté, qui est revenu devant Alex Palou. Malheureusement, Malukas était sur des pneus froids, donc quand il est revenu devant Palou, il était carrément plus une proie pour l'Espagnol. Oui, bien sûr, parce que Alex y attendait, comme je te dis, il a bien géré la course, il s'est gardé pour la fin. Il n'y a pas eu de pépins, il n'y a pas eu d'accrochage, ça a bien géré. On dirait que
quand ça a commencé, je disais, ah, il n'y a pas d'espoir, je ne le vois pas, il n'y a même pas. Donc, moi, je me disais, non, 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 ça ne sera pas aujourd'hui. Ouais. Jusqu'à ce que ça arrivait pendant le dernier tour. Ah non, c'est là que je dis, ah là, il est là. Maintenant, il est là. Mais il y avait aussi Marcus Ericsson qui était là. Oui. Ouais. Et ça, Marcus Ericsson, il est arrivé de nulle part parce qu'il était un de ces pilotes avec une stratégie alternative. C'était un des derniers, justement, avec la stratégie alternative à s'arrêter. Et il est revenu devant Palou. En meilleure posture que Malukas, parce que il avait, je pense, que c'était Louis Foster et De Francesco devant. Donc, c'était un genre de catch-22 où est-ce que Ericsson, pour essayer de se débarrasser de Palou, est-ce qu'il dépasse, il prend un tour aux deux Graham Letterman-Lanigan, ou il reste derrière pour essayer de sauver de l'énergie, de l'essence, pardon, et bien des pneus. Donc là, il était dans une situation, tout comme Alex Palou d'ailleurs. Tout comme Alex Palou, il y avait Alex Palou qui s'interchangeait les positions, mais c'est là qu'il est revenu, qu'il y avait un De Francesco qui jouait en avant. Il y avait De Francesco qui avait fait je pense qu'il avait déjà fait son dernier arrêt. Ouais. Mais lui, il était littéralement, mais il amenait pas, mais tu sais, dans l'IndyCar, il n'y a pas de drapeau bleu. Exactement. Il n'y a pas de drapeau bleu. Et je pense qu'ils ont utilisé ça. Moi, j'étais trop dans dans le dernier tour. T'imagines, moi, Tesla, Palo, à côté de Francesco. Tant que De Francesco est là, ça sert parce qu'il économise. Oui. Il économise, ils savent que il ne va pas gagner. Ouais. Mais pendant ce moment-là, il y a la Ericsson Palou qui s'interchange de position en arrière, qui utilise un petit peu la succion. Ouais. Donc, ça c'est pour ça que je dis, De Francesco est apparu de nulle part pour être là, à un moment donné, j'écoutais juste De Francesco, il fait quoi là? Il y a ça aussi, c'est parce que évidemment il y a ils veulent compléter les 500 000 proprement dit aussi, donc ils veulent pas terminer à 199 tours au lieu de ça. Donc lui et Foster, ben ils essayaient d'éviter de se faire doubler par les doubler, oui, c'est ça. Ils essayaient de se faire doubler. Et c'est ça la beauté de la chose qui était tellement légitime parce qu'il n'y a pas de drapeau bleu. Ils ont le droit. Oui. Ils ont le droit de ne pas se laisser doubler. Mais la présence de Francesco et de Foster a permis à Alex Palou de dépasser Ericsson. Il est allé. Et ensuite, ce qu'il a fait, il est resté derrière les deux retardataires pour justement économiser de l'essence et mettre Ericsson dans une situation, pas de vulnérabilité, mais dans une situation plutôt difficile où lui, est-ce qu'il essaye de dépasser Palou, sachant qu'il y a déjà deux voitures devant lui qui sont proches? Mais oui, parce que c'était risqué. C'était risqué et je dirais même le dépassement de Palou était risqué aussi. Et puis je trouve que Ericsson a laissé un petit peu trop lui a donné un peu trop d'espace pour le dépasser à l'intérieur. Mais il y avait de l'espace, mais je pense qu'il pensait pouvoir les revenir. Parce qu'il y a à la fin de la dernière tour, et il essayait, et je le voyais proche. Oui. Parce que là quand Palou, il décide, il dépasse De Francesco, finalement, il passe en avant,
Et moi, c'était la panique. Non, 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 reste, pousse, 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 pousse. Ouais, exact. Et moi, j'avais peur aussi que... Parce que je le disais aussi à Julien, à Carl et à François, les modérateurs de la Monoplace, que peut-être que Ericsson a a plus d'un tour dans son sac. Parce que il avait fait la même chose euh, à Pato Award quand il a gagné les 500 000 Oui, en 2022. Il est allé, il est allé, il est allé, il est allé. oui. Donc, moi, je me disais, est-ce qu'il attend, Y attend pour y aller. il attendait pour y aller? Alors, là, Palou, intelligent comme il s'est servi des retardataires pour économiser et être en mesure de garder de l'espace entre les deux. Donc, Oui, ils se sont bien servis. Et moi, qu'est-ce qui me disait à ce moment-là? Là, si ça a mal fini, au moins c'est Howard qui décide. ah oui. Quoique la victoire serait revenue à David Malukas, qui l'aurait Ouais, mérité. Mais on arrive dans les derniers tours et là, le drapeau jaune survient. Donc, personne oui. n'est capable de dépasser parce que la McLaren de Nolan Siegel s'est retrouvée dans le mur. Et ce qui fait en sorte que après 6 tentatives, Alex Palou remporte finalement le Indy 500. Et j'ai envie de dire ceci. Vous avez beau avoir 1, 2, 3, 4 ou bien même plusieurs championnats de IndyCar, Champ Car, Kart, USAC, name it, mais si vous êtes en mesure de remporter le 500 000 d'Indianapolis, vous devenez officiellement un immortel, non seulement de la course automobile, mais de la course automobile aux États-Unis. Et c'est ce que Palou, finalement, a fait. Oui, finalement, il a réussi. Et c'est ce qui lui manquait. Il avait déjà gagné des championnats, il fallait qu'il gagne la 500 000. Il l'a fait, il a réussi. Et c'est comme, c'est son maximum. Exact. Et puis, les célébrations lorsqu'il est descendu de sa voiture en arrivant sur le Brickyard, c'était magnifique juste de le voir jeter son gant. Et puis, son équipe de la voiture numéro 10 arriver sur la piste pour célébrer avec lui, ça va rester dans les annales pour toujours. Oui, oui, c'était unique, c'était incroyable. Et je vais faire une petite, comment dire, pour moi, Palou, je le suis depuis qu'il était en karting. Depuis longtemps, je me rappelle, j'ai fait des podcasts en espagnol. Je pense 2014, je faisais des interviews à Alex Palou quand il rêvait d'être pilote professionnel. Il se préparait déjà et je, je raconte toujours cette histoire de la question. Moi, je faisais beaucoup d'interviews à des gens qui faisaient les karting, mais quand Tatiana Calderon a commencé, c'est comme beaucoup de pilotes, des gens, quand ils sont juste les 4, les 3, et tous, ils me répondent la même chose. C'est quoi ton rêve? Devenir pilote de Formule 1. C'est ça la réponse. C'est comme tout le monde me répond la même chose. Et j'ai jamais oublié, Alex Palou, il m'a pas répondu ça. Il a dit, je veux juste être pilote professionnel. Je dis, peu importe la catégorie, si c'est la NASCAR, si c'est la IndyCar, mais juste, je veux être le meilleur, mais peu importe. Et c'est ça qui m'a frappé d'Alex Palou. Et c'est ça qui fait que lui, il est où il est. Parce que il y a eu de la chance, peut-être il y a eu l'opportunité de signer avec autre équipe. Il y a même, il avait signé avec McLaren, il est revenu. McLaren il avait promis comment les tests en Formule 1. Et non, lui, il est comme, non, 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 je ne vais pas là.
c'était pas pour l'argent, parce que lui, il aime ça gagner, il aime ça être pilote, il s'amuse. Et donc, j'ai dit, mais c'est bien, parce que si un jour il va retomber sur la Formule 1, c'est pas parce que c'est son rêve, c'est parce que quelqu'un il va lui offrir une bonne voiture. Et Il oui. va pas aller pour l'argent, il va pas aller pour... Juste, si tu le dis à Alex, ben, tu vas aller à la Formule 1, je te donne la As, il va dire non. Ouais, parce que je sais que j'ai lu beaucoup de gens dire ben il serait un bon fit pour Cadillac. Non, ça dépend s'il le donne quelque chose, mais lui, il va pas abandonner qu'est-ce qu'il a parce que c'est un pilote qui il a pas arrivé là juste parce qu'il y a de l'argent, juste parce qu'il y a des sponsors, c'est juste parce qu'il est arrivé à la Formule 1, à la IndyCar parce qu'il a eu l'opportunité. Lui, il était même pas sur la F2, il est allé à la Super Formula à Japon et c'est là où ils l'ont découvert. Honda, à travers de Honda, il a eu la chance de venir à la IndyCar. Oui. Donc, c'est ça, il y avait pas un gros budget derrière, il y avait pas de gros sponsors derrière. C'était espagnol, mais c'était pas Alonso, c'était pas Sainz. Donc, lui est là parce qu'il a travaillé beaucoup pour être là. Oui, puis il a bien fait au Japon. Il a bien fait dans les... Il avait relativement bien fait aussi dans les catégories juniors aussi. Il a gagné mais il y avait pas beaucoup de chances dans les juniors. Je pense qu'il y a une chance d'aller en F3, une session, mais il n'y avait pas le budget pour continuer. Ouais, exact. Donc, mais ceux et celles dont toi qui ont cru en Palou maintenant peuvent se vanter et avec raison de dire ben je vous l'avais dit. Maintenant c'est un grand, puis en même temps ceux et celles qui ont fait le saut de l'IndyCar à la Formule 1, dans les derniers temps il y a eu Juan Pablo Montoya et Jacques Villeneuve qui ont eu du succès. Et ensuite, il y a eu des Sébastien Bourdet, Cristiano Damacta, qui ont eu peu de succès. Ils ont eu très peu de succès en faisant le saut de l'IndyCar à la Formule 1. Et évidemment, il y a toujours ceux et celles qui disent qui préfèrent diminuer les succès parce que ils n'ont pas très bien fait en Formule 1. Alors, je pense qu'Alex Palou, il est bien en IndyCar. Il est une légende. Maintenant, là, c'est une légende de la série. Tu ne gagnes pas 3 championnats, bientôt 4, parce qu'on s'entend, il domine. Il a gagné tout sauf une épreuve. Et encore là, il aurait même pu gagner celle qu'il a perdue à Long Beach. Mais on s'entend, il s'en va vers un 4e championnat. Il vient d'ajouter le Indy 500 et d'ailleurs sa première victoire en ovale. Alors, pour moi, pourquoi faire le saut en Formule 1 maintenant? S'il se sent bien, s'il dit qu'il se sent bien, et il a dit aussi en entrevue, s'il se sent bien en IndyCar et qu'il veut gagner encore une fois le Indy 500 parce qu'il a finalement réussi la première fois et qu'il veut le faire une 2e ou une 3e fois, pourquoi aller en Formule 1 tout de suite après? Oui, c'est ça. Personne il va laisser ça. Lui est bien à IndyCar, il se sent bien, il vit bien avec ça. C'est bien pour lui. C'est un gars, on va dire ça, c'est un gars très, très, très simple, très... Il n'est pas il est pas dans les, je l'imagine pas dans les décors de la Formule 1. Oui. C'est ça l'affaire. Je n'imagine pas son caractère, comment lui est, comment il veut gagner. Je l'imagine pas là, dans les gros cycles, comme on dit. Mais oui, il y en a que ça, c'est le rêve. Lui, peut-être un jour, s'il y a la chance, il y a une bonne voiture, et peut-être il y a le goût d'essayer, mais il va pas comme tout lâcher juste pour aller là, parce qu'il y a eu la chance d'y aller là. Oui.
Et vraiment, je pense que en même temps, avec ce qu'il a réalisé comme course en plus, c'était bon. Moi, j'avais de la difficulté à donner un guess. Je suis allé avec Palou parce que non seulement je pensais que c'était par défaut, mais c'était aussi un de ceux qui était le plus constant pendant les essais. En qualification, Serge, je pense qu'il a préféré sacrifier un peu de vitesse pour être constant en course et ça a fonctionné. Alors, moi, j'y suis allé par défaut puis je suis content d'avoir eu raison là-dessus, mais ça me rappelle aussi le texte que j'avais écrit il y a 1 an lorsque Lando Norris avait remporté sa première victoire en Formule 1. C'est un feeling. Assister à la première victoire de quelqu'un, c'est un feeling. Et celle d'Alex Palou s'en est un parce que même si le gars est déjà grandement décoré, le fait qu'il ait remporté la course la plus populaire de la série et l'une des courses les plus populaires au monde que beaucoup ont essayé de faire. Et d'ailleurs, dans un autre Espagnol a tenté de remporter à 2 reprises. L'autre, il ne s'était pas qualifié. Mais il y en a un autre Espagnol qui était longtemps dans la série, et c'est Oriol Servia. Et sí, jamais réussi à gagner la course. Il était proche. Plusieurs fois, il était proche. Oui, Oriol Servia était un bon pilote. Oui, c'est ça, mais il n'a pas réussi. Quand même, pour lui, qu'est-ce qu'il a réussi, c'est incroyable. Exact. Et en plus, Palou devient officiellement le premier Espagnol à remporter le Indy 500. Donc, c'est déjà bien et ça ne fait que cimenter non seulement sa légende, mais son immortalité aussi. Mais dans tout ça, Palou a remporté la course. Robert Schwarzman, malgré son abandon, a été nommé recrue de l'épreuve pour sa poule. Et ensuite, le lendemain, l'IndyCar a annoncé que Marcus Ericsson, Carl Kirkwood et Callum Ilott ont tous été disqualifiés. Donc, pour Kirkwood et Ericsson chez Andretti, c'était des modifications au niveau du système hybride. En fait, c'est ça. C'était au niveau du système hybride, des modifications au niveau de la cartographie du système hybride. Pour ce qui est de Prema, je crois que c'était aussi en lien avec l'aileron avant, c'est ça. C'était une disqualification au niveau de l'aileron avant. Donc, et ce qui a fait en sorte que, ils ont été disqualifiés, amende de $100,000 US et les directeurs d'équipe, autant chez Andretti que chez Prema, sont suspendus pour la course qui a lieu cette fin de semaine à Détroit. Et d'ailleurs, je veux juste, pour terminer en arrière, glisser un mot. Tim Cindric, le président de Penske, en fait, il n'est plus président parce que, justement, après l'histoire de la disqualification des 2 voitures Penske, celle de Newgarden et de Power, d'ailleurs, après, j'en reparlé très rapidement de Joseph Newgarden, mais Cindric a été congédié par Roger Penske parce que, avec tout ça, avec déjà l'histoire de la disqualification à Saint Pete l'année dernière avec l'histoire des push to pass, c'est déjà deuxième controverse en 2 saisons. Mais pour ce qui est de Joseph Newgarden, dommage parce qu'il faisait une bonne course jusqu'à son abandon. Oui, mais c'est dommage parce que c'était des pénalisations pour les voitures. Ils n'ont pas passé l'inspection des spécifications techniques. Et il faut noter que dans l'IndyCar, il y a
beaucoup de choses, les voitures sont tous pareilles. Ouais. C'est le système qui est fait pour Dallara. Ils ont mis la main, il était modifié, donc c'est ça. Ils modifient des choses. Donc, oui, les pilotes, ils font une bonne course, ça marche, mais la voiture n'était pas correcte. Donc, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'il faut noter, c'est qu'en IndyCar, c'est la voiture qui se qualifie. C'est pas les pilotes. Donc, quand en IndyCar, pour l'Indy 500, quand tu qualifies la voiture, c'est la voiture. Tu peux changer de pilote une fois qu'il est qualifié. Donc, c'est pour ça que c'est les voitures qui sont... la pénalisation, ça tombe sur la voiture, pas sur les pilotes. Donc, c'est pour ça que les pilotes, ils sont même pas nommés. On dit la voiture numéro... c'est pas 83, si je ne me trompe pas, 83. Ils ont mis les numéros de voitures parce que c'est ça, les voitures, c'est ceux qui se qualifient, sont pénalisés, donc c'est ceux qui écopent la pénalité. Et c'est pour ça que dans les équipes aussi, c'est pas les pilotes qu'on dit les pilotes pénalisés, non, c'est les directeurs des équipes qui sont pénalisés, qui n'ont pas le droit de bannis pour une course. Exact. Et mais en même temps pour Newgarden, ben il faisait une belle remontée et je pense qu'il avait même une chance. Est-ce qu'il avait une chance de gagner? Je pense pas. Je pense pas sûr. Non, je le voyais pas gagner non plus. Mais il s'en allait pour la 3e de suite. Ça, c'était l'objectif, c'était la 3e de suite. Pardon, mais malheureusement, ben, tout ça est tombé à l'eau, malheureusement. Donc, c'est dommage. Et maintenant, ben, la prochaine épreuve, ben, c'est cette fin de semaine dans les rues de Détroit pour le Grand Prix de Détroit. Et ça va être... et pour vrai, je sais qu'il y a toujours le syndrome post-Indy où... Indy, c'est la grosse course de la saison, mais après, ça commence l'attention envers l'IndyCar commence à chuter, mais sérieusement, c'est une très bonne série, ça vaut la peine, même si, à la fin, c'est souvent Alex Palou qui l'emporte. Donc, ça vaut la peine d'être regardé. Donc, c'est ce qui complète cet épisode. Oui. Je voulais quelque chose. Je ne vais pas m'en passer de parler d'Ericsson, que je n'imagine pas si aurait gagné la course. C'est ça ce que dans ma tête, je me dis, non, mais non. Si Ericsson aurait gagné la course, ça aurait été le plus gros scandale de la IndyCar. Le pilote qui gagne la course, il n'est même pas lui qui gagne parce qu'il était disqualifié. Ben, je dis, la voiture était disqualifiée. Ils ont une chance qu'il y a arrivé doucement. Ouais. Une chance. Scandale, je ne sais pas trop, mais... Ouais, quand même. Ça aurait été un choc. Je pense que ça aurait été un choc d'apprendre le lendemain que Alex Palou a obtenu sa première victoire sur ovale le lendemain. Ça n'a pas eu ça n'aurait pas eu le même effet que... Non, mais parce que ça enlève tout ce qu'il y en a. Quand tu arrives, quand lui il prend son lait, la couronne, tout ça. Donc, je me suis dit, tout ça, la première chose que je me suis dit, oh là, si il aurait gagné Ericsson, ça aurait... Lui qui était déjà faisait mal, qui était 12e, tu imagines après si on enlève la victoire. Ouais. Ça aurait fait. Change d'équipe. Ouf. Ouais, déjà, avec Andretti, ça va plus ou moins bien, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP qui revenait sur les 500 000 d'Indianapolis. Est-ce que vous avez aimé cette course? Donc, laissez-le nous savoir. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Partout, le Bulletin GP est disponible. On est aussi sur Facebook, Blue Sky,
Threads et Instagram @lebulletingp. Et évidemment, il y a le groupe Facebook La Monoplace que vous pouvez rejoindre. Et d'ailleurs, le Grand Prix du Canada, ça mène à grands pas. Donc, évidemment, si jamais vous voulez partager de quoi sur la Formule 1, sur l'IndyCar, allez-y, sans problème. Notre prochain épisode, ce sera l'après-course du Grand Prix d'Espagne, justement dans la ville natale d'Alex Palou, à Barcelone. Et ce sera disponible cette fois-ci dimanche. Et d'ailleurs, si vous voulez aller écouter l'après-course du Grand Prix de Monaco que j'ai fait seul, c'est déjà disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Ana Maria Mercado Lopez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. Ça me fait plaisir. Puis on se retrouve pour un prochain épisode du podcast du Bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Faites attention à vous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine fois. Salut tout le monde!